Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, au sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. L'organisation lève les sanctions contre le Niger. Les frontières et l'espace aérien sont désormais rouverts. Levée du blocage des transactions financières et bancaires. Fin du blocus énergétique. Les dirigeants ouest-africains demandent la libération immédiate du président renversé Mohamed Bazoum. Renforcement des ouvrages pour que l'eau coule mieux dans les robinets. 2 châteaux d'eau sortent de terre à Bata. Une station de traitement en cours à Niamey débarcadère. 100 milliards de francs CFA d'investissement. Les travaux exécutés à plus de 95%. Le ministre de l'Hydraulique, Bouaké Fofana, était en visite sur les sites. 60e salon de l'agriculture à Paris. L'événement a démarré porte de Versailles. Jusqu'au 3 mars, le monde agricole se retrouve pour parler des défis du secteur et surtout évoquer les opportunités. Le public de passionnés et autres curieux investissent le parc des expositions. La Côte d'Ivoire marque sa présence au premier jour. Le pays sera à l'honneur jeudi. Et puis au Sénégal, plusieurs centaines de Sénégalais ont manifesté ce samedi à Dakar. Il presse le chef de l'État d'organiser la présidentielle avant la fin de son mandat le 2 avril. La revendication s'est déroulée étendue à la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. La 6e édition du Festival des Arts et de la Culture Danse est tenue en décembre 2023. Un événement de valorisation de la culture, un moyen de renforcement de la cohésion sociale et un cadre de promotion du tourisme et du développement économique de la région. Nous en parlerons dans la page culture ce soir. Bleu Louan Charlemagne est notre invité. Il représente le commissaire général de Tonkoui, Nida Ale. Bonsoir, président. Bonsoir, Kolo. Oui, je dis président parce que vous êtes président de la Fédération internationale de Maracana Association. C'est cela. Alors, ça s'est bien déroulé, cette édition 2024 du Tonkoui Nida Ale? Oui, très très bien. Alors, on en parlera de fond en comble. Je voudrais déjà dire merci à la RTI pour l'opportunité qu'elle donne donc, à ce festival de venir faire un bilan donc, après la 6e édition. On en parle donc tout à l'heure, dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de l'actualité qui nous envoie au Nigeria, où un sommet de la CEDEAO s'est tenu à Abuja. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part aux travaux. Les chefs d'État et de gouvernement ont évoqué les défis sécuritaires et sociopolitiques dans la sous-région. Les sanctions contre le Niger levées, on en parle avec Mahama Traoré. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja ce samedi. Extraordinaire en réaction à l'actualité récente relative au retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation sous-régionale. À l'ouverture des travaux, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Nigérian Bola Tinubu, indique à ses pairs, au rang desquels le président Alassane Ouattara, qu'il y a urgence d'agir. Notre rôle n'est pas de faire qu'on voit notre organisation comme un ennemi, car nous ne sommes pas l'ennemi. Je suis confiant que nos efforts collectifs et notre détermination nous permettront d'aborder les défis face à nous et proposer un nouveau parcours pour une Afrique de l'Ouest plus sécurisée, plus prospère. Le huis clos qui suivra sera décisif, surtout concernant l'évolution de la situation politique au Niger, qui connaît une transition militaire depuis juillet 2023. À l'issue des concertations, les chefs d'État décident pour des raisons humanitaires de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat. Il s'agit entre autres de la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique, le retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger. La CEDEAO réitère à l'endroit de la junte sa demande de libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Après la CEDEAO, ce sont les chefs d'État de l'UEMOA qui se sont également réunis en sommet extraordinaire à Abuja. À l'issue de ces rencontres, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la soirée de ce samedi. Et justement ici à Abidjan, où les chantiers de développement sont en cours, 2 châteaux d'eau en construction à Bata, une usine de traitement est en cours également à Niamey débarcadère, plus de 95% de taux de réalisation des travaux, au total 100 milliards de francs CFA d'investissement. Grâce Kando. 2 châteaux d'eau d'une capacité de 5000 m3 chacun et une usine de traitement d'eau à Anyama débarcadère en construction. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan
par l'apport supplémentaire de 150 000 m3 par jour à l'horizon 2040. Nous accueillons ce projet avec joie et satisfaction. Anciennement, on s'est ravitaillé dans des puits. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, on aura de l'eau potable. L'impact socio-économique dans le village. D'abord, 1, le village se développe. 2, nos enfants ont de l'emploi. Et 3, il y a le bitumage, l'éclairage. Donc nous sommes très fiers. Nous disons grand merci au président de la République. Pour s'imprégner de l'état des travaux, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a effectué une visite sur les différents sites. Donc c'est un chantier important pour nous qui va desservir beaucoup de quartiers d'Abidjan, cette zone de Cocody à Bata, bien sûr le village qui nous accueille, ça va desservir Benjerville, même le Yopougon. Il y a des projets d'accompagnement, par exemple pour le village. Il y a 16 km de canalisation pour transporter l'eau traitée à l'usine vers les châteaux de stockage. On fait également la route dans le cadre du projet pour relier tout ça sur près de 8 km. Puis on a également la sécurisation électrique du site. D'un montant de 100 milliards de francs CFA, les travaux sont exécutés à 95%. Donc c'est un projet important. Le Grand Abidjan représente une grande partie de notre production d'eau. La seule ville du Grand Abidjan contient près du quart de la population de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, nous traitons Abidjan de façon très spéciale. Donc cette usine fait partie des projets structurants que le gouvernement réalise pour justement faire face aux besoins croissants de la population du Grand Abidjan. Démarrée en janvier 2022, la mise en eau de ces infrastructures aura lieu en avril prochain. Les inspecteurs d'État sont au lancement de leurs activités dans la promotion de la bonne gouvernance. Ils sont appelés à suivre les mêmes démarches, une harmonisation des pratiques pour un meilleur contrôle et l'audit interne dans les organisations publiques. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, met l'accent sur la prévention. On en parle avec Didier Nguessan. Mission d'inspection, de contrôle et d'audit interne afin de faire correspondre les attentes et résultats des orientations définies par la hiérarchie. Si la démarche des inspecteurs est perçue comme le gendarme de l'administration, dans la pratique, elle s'est beaucoup améliorée pour épouser une démarche plutôt inclusive. Le contrôle peut prendre la forme d'une inspection, une investigation, c'est la forme classique, d'un audit, d'une enquête. On décèle les dysfonctionnements, les faiblesses du système et puis on fait surtout des recommandations en vue de son amélioration. Et donc cela permet à l'État d'atteindre ses objectifs en termes de développement économique et social du pays. En 2024, l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, invite l'ensemble des inspecteurs à se conformer au cadre de référence de l'audit interne de l'État en abrégé CREI. Ce serait une perte de moyens financiers et une perte de moyens humains si l'inspection générale d'État va inspecter telle structure et puis après l'inspection générale des finances va inspecter la même structure et puis l'inspection du trésor, etc. Je crois que donc nous évitons cela. Nous nous rencontrons pour harmoniser un peu tout ce que nous devons faire pour que notre travail soit efficace. Un séminaire est annoncé dans les prochaines semaines afin de définir les orientations de l'année 2024. Et on parle toujours d'orientation. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire veut entamer l'année 2024 dans la sérénité et surtout sur de bonnes bases. L'organisation a accueilli officiellement ses nouveaux membres cette semaine à Cocody. Le président de la RDCI les invite à s'impliquer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Jean-Marc Diadji. 12 nouveaux présidents de conseils régionaux et 2 ministres gouverneurs de districts autonomes intègrent l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI. Ils sont présentés par le président de leur fêtière, Eugène Akaouélé. Élu à l'occasion des élections locales 2023, les responsables de ces collectivités territoriales contribueront désormais au cadre de concertation et de dialogue permanent initié par la RDCI. Nous nous sommes engagés dans ce combat qui est de servir nos populations et de faire en sorte que le développement, la croissance que nous avons au niveau national puisse descendre le plus bas possible. Je rejoins la RDCI avec humilité, parce qu'il y a des anciens, donc nous serons à l'écoute. La RDCI accompagne le gouvernement dans sa politique de développement durable en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il importe donc que nous nous inscrivions dans la vision
du président de la République qui promeut une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire au service des populations pour le bien-être de nos concitoyens. Le président de la RDCI, Eugène Aka Aoulé, a invité les nouveaux présidents de régions et districts à promouvoir la solidarité, la proximité et le développement, valeurs prônées par le chef de l'État. C'est le lieu pour moi de saluer et adresser mes vives félicitations à tous les présidents de régions pour leur remarquable implication dans la réalisation de tous ces projets qui ont permis de transformer nos territoires pour le bien-être des populations à la base. Il nous appartient dès à présent de travailler à consolider ces acquis, de travailler à renforcer le capital confiance justifiant le passage à l'échelle de la mort en nous appuyant sur le strict respect de nos engagements contractuels. Ces échanges entre membres de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ont permis de consolider et présenter les acquis de la précédente mandature. Voyons maintenant une initiative pour renforcer la citoyenneté au niveau de la jeunesse. Un concours national jeunes citoyens sur les institutions de la République lancé au Sénat. Les lauréats repartent avec des lots et des présents en numéraire. Ils vont également bénéficier de programmes d'immersion et de formation. Carmel Dia. Amener les jeunes à connaître les institutions de la République et faire comprendre leur importance. Ce sont là les objectifs de la mise en place du concours national Jeunes Citoyens, initié par le Sénat des Jeunes de Côte d'Ivoire. Les candidats qui vont compétir seront au nombre de 45, à raison de 5 étudiants par université. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes ne savent pas l'existence de nos institutions, comment les institutions fonctionnent et quels sont leurs rôles véritables. Nous nous sommes dit qu'il fallait lancer un concours national Jeunes Citoyens pour leur permettre de comprendre véritablement le fonctionnement des institutions. Et pour la première édition, nous nous sommes dit qu'il faut forcément passer par les universités, puisque les étudiants sont notre première cible. Les représentants des hauts patrons de la cérémonie ont salué cette initiative du Sénat des Jeunes de Côte d'Ivoire. Ce concours est bienvenu. Ce concours également permet à la présidente du Sénat de mettre au cœur de son mandat la formation des jeunes, de mettre au cœur de son mandat la vulgarisation des institutions dans le Sénat de Côte d'Ivoire. Pour le président de la République, au regard des missions importantes que ces institutions exercent, il est nécessaire que les populations puissent connaître ces institutions. Voilà pourquoi il a bien voulu assigner à monsieur le représentant cette mission de promotion des institutions. Et nous constatons que le Sénat des jeunes a compris cette nécessité. Pour cette première édition, le concours se tiendra dans 9 universités, 2 établissements à Abidjan et d'autres dans les villes de Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, Daloa, Man, Bondoukou et San Pedro. Et dans l'actualité politique ce soir, l'Association des femmes parlementaires de la CEDEAO a tenu un sommet sous-régional. Les appels à l'inclusion des jeunes et des femmes dans les politiques de développement. L'organisation a porté la voix de la jeunesse auprès des instances de la CEDEAO. Ce sommet a également vu la nomination de la sénatrice ivoirienne Chantal Fani comme première vice-présidente de l'organisation. Godefroy Okambawa. La jeunesse au cœur du sommet de l'ECOFEPA, l'association des femmes parlementaires de la CEDEAO. Réunis à Freetown, la capitale sierra-léonaise, ces parlementaires appellent à l'intégration de la voix des jeunes dans la gouvernance intergénérationnelle et la prise de décision. Un appel soutenu par la première dame de la Sierra Leone, Fatima Madabio. Elle plaide pour une meilleure prise en compte de la jeunesse et de la gente féminine dans les politiques de développement de la CEDEAO. Le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, promet de prendre la question à bras le corps. Invitée à la tribune, la sénatrice ivoirienne Chantal Fani indique que son pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, fait déjà la part belle aux jeunes. En Côte d'Ivoire, je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien compris la chose. Voilà pourquoi il a fait l'année dernière l'année de la jeunesse. Parce que la jeunesse est au cœur du système avec les femmes. Quand les jeunes et les femmes se mettent ensemble, forcément, nous pouvons avancer, nous avons un bon développement, nous avons de bonnes compréhensions et le pays est en paix. L'expérience ivoirienne séduit. Chantal Fani est désormais la première vice-présidente de l'ECOFEPA. Une fierté et un honneur pour la sénatrice de porter les couleurs de sa nation au sein de cette organisation vieille
de 22 ans. C'est un honneur pour moi, pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire particulièrement. Et surtout, cela intervient quand la première femme présidente du Sénat de Côte d'Ivoire est élue. Sur son mandat, la Côte d'Ivoire est reconnue, le savoir-faire des femmes est reconnu dans le monde. C'est un honneur que nous remettons au président de la République et à Mme Kandia Camara qui impulse ce rayonnement-là. Ce sommet sous-régional a été aussi l'occasion pour l'ECOFEPA de décerner des prix aux personnalités dévouées pour la cause de la jeunesse et des femmes. Le ministre délégué au sport en visite dans les grands ponts, Silas Mech, présente la victoire des éléphants aux populations. Il avait sollicité leur bénédiction pendant la CAN 2023. Il exhorte à maintenir cette flamme de la cohésion qui prévalait pendant la compétition inter-ivoirienne. Lancine Bakayoko. Cette visite du ministre délégué au sport et au cadre de vie fait suite à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Avant le début de la compétition, Silas Mech Adjé avait imploré la bénédiction de sa région natale pour le succès de la campagne sportive. Première étape de cette visite de reconnaissance, Grand Laou. Il fallait organiser cette compétition avec perfection. Nous avons réussi sous la guidance éclairée du président de la République et avec la rigueur du Premier ministre. Nous avons réalisé cela, mais nous sommes allés plus loin. Nous avons gardé le trophée. Les populations de Grand Laou, très touchées par la présence du ministre délégué au sport et au cadre de vie, l'ont aussi félicité pour son esprit de gagneur. Vous étiez là avant la CAN. Vous étiez venus saluer vos parents. Et vous leur avez dit ce jour-là, je me souviens encore, que la mission est certes compliquée, mais il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que de mauvais soldats. J'ai retenu la leçon. Le ministre Silas Adjé, après avoir vanté les prouesses des éléphants de Côte d'Ivoire, a invité les populations à cultiver les valeurs de cohésion nationale prônées par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On ne peut rien faire si on n'est pas unis. Et cette coupe a permis aux Ivoiriens de se rassembler, de s'unir. Les tribunes étaient en mouvement. On sentait la chaleur fraternelle retrouvée. Et je pense qu'il ne faut plus retomber dans les clivages. Il ne faut plus retomber dans les clivages inutiles, dans les clivages empreints d'émotions. Vous savez, ce qui nous tue beaucoup, ce sont nos émotions. La visite ministérielle s'est poursuivie à Jacquesville. Les transporteurs ont aussi joué leur partition dans la réussite de l'organisation de la CAN. Le Haut Conseil du patronat, les entreprises de transport fait le bilan. Ces acteurs se sont réunis pour en discuter. Chris Diomandé, Jean-Marc Djadji. Il fallait une soirée pour enivrer 30 millions d'Ivoiriens. Ce dimanche 11 février, dans un stade Alassane Ouattara d'Embimpe brûlant, la Côte d'Ivoire marche sur le Nigeria lors de l'ultime duel de sa Coupe d'Afrique des Nations. Pour la troisième fois de son histoire, les pachydermes décrochent le plus prestigieux titre du continent. Une troisième étoile obtenue sur ces terres, aussi inespérée qu'impensable. Une réussite possible grâce aux prières, mais aussi à l'implication de plusieurs secteurs d'activité dans le domaine du transport. Pour remercier ces acteurs, un cocktail est initié à leur honneur. Occasion pour le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de dérouler son bilan de la CAN. Le match des éléphants qui s'est passé à Yamoussoukro et à Bouaké, les transporteurs ont été présents à tous ces matchs grâce à l'appui de M. le Premier ministre. Plus de 125 nouvelles commandes d'autocars ont été lancées. Que ce soit la primature, que ce soit la présidence de la République, que ce soit les cabinets des institutions, que ce soit les ambassades ou les comités de supporters venus d'ailleurs, il y a eu des demandes d'autocars à tous ces niveaux. Nos opérateurs ont été à la hauteur et ont mis à la disposition de la Côte d'Ivoire des autocars dignes de ce nom. Nous n'avons pas vu sur les routes ivoiriennes des autocars qui ont fait des sorties de route à cause d'un excès de vitesse. Nous avons vu plutôt sur les routes à l'intérieur du pays, comme à Abidjan, des chauffeurs beaucoup plus consciencieux. Ibrahim Diaby n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude au gouvernement ivoirien
pour son soutien. Ce déjeuner fut une opportunité pour les transporteurs pour valoriser la cohésion qui prédomine dans leur corporation. On reste dans le secteur du transport et vous l'avez certainement remarqué dans la circulation. Les véhicules communément appelés Gbaka sont souvent couverts de dessins ordinaires, de portraits ou encore d'écrits artistiques. L'on remarque des visages de stars du football ou encore d'artistes chanteurs. Chaque véhicule devient ainsi une œuvre unique, une sorte de fresque ambulante. Les peintres se frottent les mains puisque les prestations peuvent atteindre 100 000 francs CFA. Ces véhicules donnent un cachet bien spécial et particulier au paysage à Abidjan. Les Gbaka, des œuvres d'art ambulante, un sujet de Fatou Fofana. Montre-moi ton Gbaka et je te dirai qui tu es, du moins qui ou ce que tu aimes. Ces véhicules de transport collectif décorés sont de véritables toiles ambulantes. Elles représentent souvent la passion du conducteur ou du propriétaire, ou même les deux à la fois. Ça me plaît, je veux qu'au moins mon image soit sur la voiture. D'abord, il y a celui d'un joueur, bon, il faut que moi aussi sois ici. Lui, c'est un footballeur, c'est un Égyptien. D'abord, c'est un fan, c'est le fan du propriétaire de la voiture, en fait. C'est Mohamed Salah. Et ce n'est pas le seul. Dans le pays hôte et vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les portraits des stars du ballon rond s'affichent partout sur ces véhicules de transport. C'est un maillot de Maroc, il vient dessiner. Nous sommes les créateurs, tu vois. Nous sommes les créateurs. Donc, avant la CAN même va arriver, on a fait plusieurs choses, des fois les maillots des éléphants, drapeau de Côte d'Ivoire. Les artistes de la musique sont aussi bien présents dans cet environnement plein de couleurs. Ce fan de Didi B n'a pas hésité à lui rendre hommage. Je suis un vrai fan de Didi B. À cause de ça, il a pris les voitures là, il a mis sa photo dessus. Parce qu'il ne peut pas faire croisement, il face à face. Bon, il a fait ça comme ça pour faire sa publicité. Ces œuvres d'art roulantes sont le fruit du travail de décorateurs qui mettent tout leur savoir-faire. Les Gbaka d'Abidjan arrangent bien des gens. En tout cas, moi, Daouda, je prends souvent les Gbaka. Au beau milieu de cet atelier, un mini-car, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais dans seulement quelques heures, il deviendra unique grâce au travail de cet homme. Avec pour seul outil de travail un crayon, un rouleau de scotch et un cutter, il dessine avec adresse et dextérité des lettres, des symboles, des visages. À la base, tu dois savoir dessiner. On dessine d'abord. Maintenant, après on finit de dessiner, on met un scotch comme ça. Des clients affluent de toute la ville d'Abidjan et même de l'intérieur du pays pour personnaliser leurs véhicules avec des fresques dont le coût varie en fonction de la complexité de la figure demandée. Un décor comme ça, au moins 35 000, au moins 50 000, ça dépend, ça, au moins 30 000, bien 35 000, bien 40 000, ça dépend. Ça dépend des panneaux à rien, si le dessin est plus grand. Ils repartent pour la plupart satisfaits et heureux du nouveau visage de leur outil de travail. C'est chaque 6 mois on fait. Chaque 6 mois on rentre, on peut te lire, petit nouveau petit dessus. On vient maintenant, viens faire ça là avant que tu aies commencé. Quand le client il voit ça aussi, il dit non, vraiment ils sont satisfaits, c'est bon, c'est propre. Bon, il y a d'autres, des jeunes, ils me font comme ça, c'est propre. Il y a d'autres aussi, ils viennent dire ah c'est le chauffeur qui est là, hein. Ah c'est bien. Mais dans cette atmosphère de création et d'expression artistique, les décorateurs sont souvent exposés. Ils inhalent régulièrement de la peinture et autres substances, sans protection pour la plupart. Mais ils ont leurs propres astuces. Quand je mets des masses, je n'arrive pas à bien respirer, donc ça m'étouffe. Quand je finis, je prends des trucs. Bonnet rouge, les candidats, les sûrement les. Les Gbaka d'Abidjan ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi des outils d'expression artistique qui reflètent la passion et la créativité de leurs conducteurs ou propriétaires. Le talent et l'ingéniosité des décorateurs continuent d'alimenter cette forme d'expression populaire. S'il arrive qu'un jour on supprime les Gbaka, pour beaucoup d'entre nous, ce sera du Katanga.
Les BACA des œuvres d'art ambulantes, un sujet de Fatou Fofana. Allons maintenant en France. Le premier jour de ce 60e Salon international de l'agriculture à Paris tient toutes ses promesses. Le public de passionnés et autres curieux en début d'après-midi ont investi le parc des expositions Porte de Versailles. La Côte d'Ivoire marque sa présence, l'ambiance des préparatifs au hall dédié à la Côte d'Ivoire et aux alentours avant l'entrée en liste des délégations officielles dès demain dimanche. Un reportage de nos envoyés spéciaux Franck Quadio, Zakaria Traoré. Salon de l'agriculture de Paris, début de l'après-midi ce samedi. Les mouvements de protestation des agriculteurs français cèdent la place aux allées et venues des visiteurs. Le stand dédié à la Côte d'Ivoire est bien visible et les structures attachées à l'agriculture aux ressources animales, les eaux-forêts, sont prêtes, à l'instar du CNRA ou encore de la PROMA qui se prépare pour la journée du lundi dédiée à l'IVA-culture. Pendant toute cette journée, nous allons aussi expliquer à la presse les évolutions. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous produisons non seulement un caoutchouc durable, mais de qualité. Et les gens ne le savent pas forcément. Nous sommes en train aussi de labelliser notre caoutchouc. CNRA plutôt est là pour ouvrir ses voies de partenariat en termes d'appui de partenaires scientifiques et techniques qui peuvent accompagner le CNRA dans la transformation agroalimentaire qui est de mise aujourd'hui. Le Salon de l'agriculture 2024, c'est aussi la foire à la conquête de petits marchés. Ici, ce groupement de femmes productrices venues de Côte d'Ivoire. C'est plusieurs femmes qui se sont mises ensemble, qui ont pris un stand. Et puis là, vous voyez que c'est chaque Ivoirienne représentée pour dire que la Côte d'Ivoire, nous voulons nous battre, nous voulons vraiment montrer l'économie de notre pays aussi, les savoir-faire de notre pays à la France. Je suis venue exprès pour chercher du gingembre parce que j'ai une amie ivoirienne qui m'en ramène de là-bas. Du coup, je suis venue directement au stand. Je suis venue aussi féliciter pour la Coupe du Monde. Merci. Voilà. D'Afrique. Inch'Allah. Les stands un peu partout, offrant de petites attentions. Ce n'est pas pour déplaire aux visiteurs et public averti. En bonne place, le chocolat ivoirien. C'est quoi du chocolat? Il est très bon. Oui, il est très bon. Parce que pour leur montrer que c'est en Côte d'Ivoire, que le chocolat, enfin d'où vient le chocolat et pour leur faire goûter de la qualité et voilà, les faire découvrir. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc et bien d'autres pays africains du monde. Le salon tient donc ses promesses dès l'entame et les stars annoncées sont là. Le hall dédié aux bovidés et aux caprins pour 10 jours de mobilisation de l'attention des férus et passionnés d'agriculture. De la France, allons en Namibie. Plusieurs dirigeants du monde sont à Windhoek, la capitale namibienne, dans le cadre des obsèques du président Hage Geingob. L'homme d'État qu'il fut a reçu ce samedi des hommages de plusieurs dignitaires du monde entier, parmi lesquels le haut représentant du président de la République, Gilbert Kone Kafana. Le reportage de nos envoyés spéciaux en Namibie, Abdoulaye Kone, Ambroise Assema. Samedi, à l'Indépendance Stadium de Windhoek, des milliers de Namibiens ont rendu un dernier hommage à leur président, Hage Geingob. Vêtus de noir et bravant la canicule, tous tenaient à dire adieu à l'une des principales figures de l'indépendance du pays. Et comme pour le remercier pour ses innombrables tâches accomplies dans la douleur, plusieurs chefs d'États africains, européens et des dignitaires du Moyen-Orient ont fait le déplacement de Windhoek pour honorer sa mémoire. À cette tribune funèbre, c'est le haut représentant du président Alassane Ouattara qui portait la voix de la Côte d'Ivoire. Le président de la République m'a demandé de conduire une délégation pour apporter sa solidarité, sa compassion à la famille du président défunt et à toute la population de la Namibie. C'est que le président Geingob et le président Alassane Ouattara sont des amis de longue date et son épouse est également une amie à Mme Ouattara. C'est un message donc de soutien du peuple ivoirien, un message de solidarité du peuple ivoirien avec le peuple namibien et tout à fait un message personnel à Mme Geingob, qui est donc une amie de la famille. Portée par un char de l'armée nationale, la dépouille mortelle du désormais ex-président de la Namibie était arrivée quelques instants plus tôt au Stadium de l'Indépendance. Un accueil sous des ovations et des chants liturgiques.
Agege Ngop s'en va, mais il a combattu le bon combat et la justice pour la Namibie, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Le désormais ex-président sera porté en terre dimanche après la messe. Il reposera au carré des héros de Windhoek. Et dans le reste de l'actualité, au Sénégal, plusieurs centaines de Sénégalais ont manifesté ce samedi à Dakar. Ils pressent le chef de l'État d'organiser la présidentielle avant la fin de son mandat le 2 avril. Le collectif citoyen en Sono Élection, Préservons notre élection, avait appelé à se joindre au mouvement tout en cherchant à garder son indépendance politique. La revendication s'est étendue à la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. La préfecture avait autorisé la manifestation. La préfecture a également autorisé la marche prévue l'après-midi par un collectif maquis dans les cœurs en soutien au chef de l'État. Et voici maintenant la page consacrée à la culture. C'est une fusion entre le Goli et le jazz Konaïri, une belle illustration de la promotion du riche patrimoine culturel ivoirien. Les initiateurs veulent faire du Goli une identité culturelle exportable, d'où un mixage de cette danse et ses sonorités avec la musique jazz. On le voit avec Serge Pacom Didier Nguessan. Des pas de Goli, savamment esquissés par le peuple ouan de Konaïri, localité située dans le centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Béret. Cette cérémonie pour davantage promouvoir le Goli, faire de cette danse et de ses sonorités un véritable atout touristique et culturel. Dans l'optique de cette promotion du Goli, des élus de la localité décident de l'exporter, d'en faire même un brassage culturel avec d'autres musiques, d'où un mixage du Goli et la musique jazz. Le Goli, c'est une grande formule culturelle, une grande danse avec un masque. Voilà, c'est artistique, c'est culturel, ça fait partie du patrimoine ivoirien. Après, le jazz aussi est une autre grande famille, mais qui est plus orientée sur l'Occident. Donc, il faut pouvoir faire le brassage culturel que nous voulons mettre entre les deux peuples. C'est l'exportation de notre culture. Goli, il faut qu'on sache d'où vient le Goli. C'est notre culture, il faut qu'on la vulgarise. Le Goli fait partie du patrimoine UNESCO. Le Goli Jazz fera aussi partie des grandes attractions musicales du festival Abidjan Capitale du Jazz du 1er au 9 mars prochain à Abidjan. Une 3e édition placée sous le thème Jazz et environnement. Et voyons maintenant un vernissage de l'artiste peintre Samir Zahour, une vingtaine de tableaux présentés au public. Cette exposition se déroule tous les 2 ans. C'est une opportunité pour le peintre de faire montre de son talent. Serge Pacom Didier, Jean-Marc Dadji. La femme, le paysage, l'enfance et l'avenir sont quelques thèmes retranscrits artistiquement par l'artiste peintre Samir Zahour. Comme tous les 2 ans, cette icône des arts visuels réunit professionnels et amateurs d'art à l'occasion de son vernissage. Cette année, ses invités viennent découvrir une vingtaine d'œuvres figuratives. Moi, en tant qu'artiste, j'essaie de mettre en valeur la beauté de tout, des paysages, des femmes. Et comme je suis figuratif, je fais 3 dimensions. Je fais la dimension hauteur, largeur et profondeur. À 82 ans, cet enseignant retraité aux Beaux-Arts d'Abidjan déborde d'inspiration. Ce tableau m'a le plus plu parce que c'est l'avenir. Vous savez, c'est un peu nous à l'enfance. On est plein de joie. La maman et l'autre qui s'éloignait et puis lui, il gambade un peu. C'est la réjouissance. Vraiment, il respire l'avenir. Nous sommes fiers. Quand on sait que M. Samir Zahour vient d'Anyama, il est né à Anyama, c'est une fierté pour nous de voir ses œuvres. C'est très beau. Au nombre des convives de cette exposition, le général Abdoulaye Koulibaly, parrain de l'événement. Il ne tarit pas d'éloges envers Samir Zahour. Samir, c'est un des plus grands peintres de la Côte d'Ivoire. Et ceci depuis de très longues années. Samir a un curriculum vitae très fourni. Il a fait la plus grande école française, qui est les Beaux-Arts à Paris. Il a porté le nom de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Samir Zahour draine derrière lui plus d'un demi-siècle de présence sur la scène artistique.
Avec sa technique subtile et sa liberté de style, il a fini par faire de lui l'un des grands noms de l'art contemporain, selon les experts ivoiriens. Et on retrouve notre invité de la page Culture Bleu, Charlemagne, qui représente donc le commissaire général de Tonkpi Nidalé. C'est la 6e édition pour valoriser la culture, mais peut-être qu'il faut se dire aussi, comme on le dit très souvent, qu'il y a un patrimoine peut-être en péril. C'est ce qui a guidé la mise en place de ce festival. Je pourrais vous suivre en cela, mais je voudrais tout de suite dire oui, parce que il a plu donc au président du conseil régional du Tonkpi, le ministre d'État Albert Ouakos Mabry, et tous les cadres, dont le ministre-gouverneur et tous les autres frères, en 2017, de lancer cette aventure artistique, culturelle, pour justement nous ramener à nos réalités d'antan. C'est vrai que le festival a des objectifs, dont notamment cette histoire dont vous parlez, le péril. Si on veut voir, c'est la vérité. Il faut faire en sorte que notre culture, la culture d'An, qui est très riche, qui comporte beaucoup d'éléments dont nous n'aurons même pas le temps de... Oui, en 10 minutes, c'est vrai que ce ne sera peut-être pas possible d'en parler, mais qu'est-ce qui est mis en avant à Tonkpi Nidalé? À Tonkpi Nidalé, plusieurs choses à la fois. D'abord, notre riche patrimoine culturel, touristique, économique. Quand je parle d'économie, c'est donc l'agriculture, c'est les mines, mais c'est aussi et surtout la cohésion sociale que cela représente pour tous les festivaliers. On se retrouve. Ici, le festival est basé sur 3 grands objectifs. Le défi du développement, celui de la cohésion sociale et celui de la mondialisation. Qu'est-ce que veut dire Nindalé? Nindalé, c'est la quête permanente du bonheur. Est-ce que c'est parce que nous sommes tant heureux dans le Tonkpi que nous festoyons chaque année? Pas forcément. Mais nous nous sommes dit qu'en étant ensemble, par notre tradition, on pourra donc acquérir le bonheur souhaité. Et donc, c'est cette valeur-là que nous recherchons, qui ne saurait donc se faire en autarcie, d'où l'invitation chaque année de tous les fils de la région, mais également des autres peuples. Voici un peu, en substance, ce que signifie Tonkpi Nidalé et ce que nous recherchons depuis maintenant 6 éditions. Alors, on va voir les grandes articulations de cette édition avec Walter Amadou Ouattara et on se retrouve. Festival Tonkpi Nidalé, un rendez-vous de la promotion des arts, de la culture et du tourisme. Il ouvre ses rideaux par un colloque sous le thème principal de la 6e édition, Culture et tourisme. Les experts et professionnels se penchent sur les opportunités économiques du patrimoine culturel et touristique de la région du Tonkpi. Après ce colloque, l'ouverture officielle du village Nidalé. Visite des stands, de l'espace gastronomique et des expositions, puis des jeux patrimoniaux, concerts de la paix, sont entre autres diverses activités proposées par le festival. La lutte, la course de masse et les sports du patrimoine chez nous, c'est une affaire des jeunes et il fallait que nous les appuyions. Nous affinons ce que nous faisons, sauf que les choses seront mieux organisées. Le Nidaïkbi marque la fin du festival Tonkpi Nidalé. Le rideau, ouvert le 13 décembre 2023, se referme par une cérémonie parrainée par Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre Pierre Ngundemba, chargé de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. 5 jours durant, le village Nidalé 2023 a enregistré plus de 10 000 visiteurs, dont des touristes européens, tous satisfaits par la qualité et la densité des activités socioculturelles qui ont meublé cette 6e édition du festival Tonkpi Nidalé. Walter en parlait tout à l'heure, une sorte de brassage avec les autres peuples. Cette année, la Nyebi Tiassa a été invitée. Quelle était sa contribution dans Tonkpi Nidalé? Une contribution énorme. Je voudrais ici, donc, au nom du président du conseil d'administration du festival Tonkpi Nidalé, le ministre d'État Albert Ouakos Mabry, dire merci au président de la chambre régionale des rois, donc de la Nyebi Tiassa, le Nana Ndouri,
Joseph, qui, à la tête d'une délégation très forte de plus de 200 membres, également assistés par le ministre Pierre Demba, ils sont arrivés vraiment en qualité et en quantité. Ils nous ont exposé également ce brassage qui est devenu aujourd'hui une réalité. Ils sont venus fort donc de leur fait culturel qui a vraiment marqué cet événement. Et on sait aussi le peuple dont c'est surtout beaucoup d'alliés et à la tête de ces alliés, les Sénoufo, évidemment. Les Sénoufo à la tête de ces alliés. Je voulais Henri, mais pour poursuivre, Mieux vaut poursuivre, oui. mieux vaut poursuivre, parce que c'est la vérité. Oui. Et que c'était juste notre moment d'alliance. Mais j'étais en fait surtout particulièrement touché par cette contribution des jeunes, le concours du meilleur projet jeune. Il fallait vraiment le faire. Et c'est surtout ces jeunes qui font la promotion du savon noir qui ont été récompensés. Oui, c'est cela. En réalité, Kolo, le festival Tonkwi Nindalé, quand on est à la recherche du bonheur, ce n'est pas seulement les arts vivants et les spectacles, mais il y a la réflexion derrière, il y a l'écotourisme, il y a tout ce qu'il y a comme vivier d'invention pour que la jeunesse puisse s'autonomiser, que les femmes puissent s'autonomiser. Donc, à travers le colloque, le forum économique, le moment des jeunes, le concours culinaire, le concours de beauté, les sports et jeux patrimoniaux. Le Tonkwi Nindalé, c'est quand même un conseil d'administration, un commissariat général, mais 11 commissions opérationnelles techniques. Et c'est à travers tout ça que ces jeunes ont exposé et se sont révélés à travers cette fabrique dont vous parlez, qui est une réalité, j'allais dire, antique du dent et qui avait tendance à être oubliée. Et vous avez vu qu'avec ce savon, toute publicité gardée, en tout cas, un jeune peut s'installer, en vivre aisément, sans être obligé d'être dans les grandes villes. Et est-ce que vous leur avez donné les moyens, justement, d'étendre leurs activités? Oui, je voudrais en cela dire merci au président du Conseil et à l'ensemble donc, des membres du Conseil régional qui ont compris que c'est par ces genres d'actions de soutien à la jeunesse qu'on pourrait éradiquer, j'allais dire, l'oisiveté. Ils ont émis des bourses et des soutiens financiers énormes à ces jeunes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais chacun des lauréats a bénéficié d'un soutien financier substantiel du Conseil régional. On parle de culture, mais surtout d'un gros potentiel, un patrimoine touristique aussi. Je pense aux cascades de Mans, là-dedans, de Mans, le pont de Liane, autant d'attraits touristiques dans l'Ouest, principalement dans le Tonkwi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec? Est-ce que vous avez l'impression que justement c'est un pont sur lequel vous pouvez jouer pour le développement de cette partie du pays? D'où l'essence, d'où la naissance, d'où l'existence et l'invention de ce festival. Naturellement, vous savez que le Tonkwi, donc la région du Tonkwi, est un ensemble, j'allais dire, socio-géographique de 5 départements, 33 sous-préfectures, 9 communes, autant, donc plus de 700 villages, où les sites se comptent à la pelle. Vous avez évoqué la Dandement, vous avez évoqué les cascades naturelles, vous n'avez même pas parlé de Goba, vous n'avez pas parlé de Yelle, vous n'avez pas parlé... Mais quand vous allez dans le Mont Sangwe, mais c'est beaucoup de choses en même temps, de Zongnien, passant par Danané, jusqu'à Sipilou, c'est plein de sites touristiques. Mais il faut, aujourd'hui, avec nous-mêmes, nos possibilités, nos capacités relationnelles, amener l'État à nous aider. Mais comment le faire? C'est en allant, en mettant en exergue toutes ces données culturelles, touristiques, d'où le thème de cette année, culture et tourisme, pour un développement inclusif. Alors, puisqu'on parle justement de tourisme, je n'oublie pas les étoffes de chez vous. D'ailleurs, vous êtes dans un costume extrêmement beau. Il y a ce pagne Yakuba aussi qui est à préserver. Oui, bien sûr. Ce pagne a fait l'objet, chaque année d'un défilé. Donc, l'attrait vestimentaire qui s'exprime à travers ce pagne, c'est une commission qui est pilotée par Fatima Mabri et qui chaque année essaie, autant qu'il se peut, d'exposer à travers les modélistes stylistes de la région du Tonkwi la beauté vestimentaire
de notre culture. Et cette année, nous avons fait appel aux lauréats des éditions 2021-2022 qui sont revenus sur scène pour exposer ce qu'ils ont de mieux au niveau vestimentaire. Oui. Et c'était extraordinaire. Merci, Président. On va terminer. Je ne peux d'ailleurs terminer sans vous souhaiter surtout bonne chance parce que, en tant que président de la fédération, vous accueillez le Maramonde, le Maracana, donc qui se tient en septembre. Tout est fin prêt, juste un mot là-dessus. Oui, bien entendu. Je vais y rebondir, mais je voudrais, avant de partir, dire merci donc, à son Excellence le président Adama Bitogo, qui est après donc, le Premier ministre Amadou Gon, paix à son âme, qui a décidé d'être le parrain naturel de cette édition. Il est d'ailleurs du Tonkwi. Et puis, toutes ces délégations qui sont venues, Nana Ndori Joseph, le professeur, donc, j'allais dire, le ministre Pierre Demba, et puis tous les peuples invités des 3 continents, donc Amérique, Asie et Europe, qui étaient là. Je voudrais leur dire merci, et merci à tous les présidents de commission. Pour ce qui est donc de la première édition de la Coupe du Monde, oui, le ministre hier a donné le ton avec l'audience qu'il a bien voulu nous accorder pour en faire écho en Conseil de ministres pour que les moyens soient dégagés et que ce soit une très belle fête après la 34e édition de la CAN. Oui, parce que nous sommes victorieux, 3 étoiles, 3 fois champions. Merci. Merci, M. Bleu Charlemagne, représentant donc le commissaire général de Tonkwi Nidalé, l'invité de la page culture ce soir. Merci. Et juste après ce journal, ne manquez surtout pas le making-of de la télé-réalité 1h12. C'est donc à suivre juste après ce journal qui est d'ailleurs terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que tant que la pirogue est encore à l'eau, l'on continue de ramer. Dieu le voulant, on se retrouve demain.